Jusqu'à présent, nous étions dans des systèmes avec un seul électron, hydrogène ou hydrogénoïde. Et vous vous souvenez que en mécanique quantique, on décrit 3 premiers nombres quantiques, n, comme Nathan, qui est le nombre quantique principal et qui définit une couche électronique et surtout l'énergie de cette couche et tout ce qui va venir dans cette couche, dans les systèmes avec un seul électron, tout a la même énergie. Okay ? La formule que vous connaissez par cœur, appliquée au système hydrogène et hydrogénoïde, c'est que E, en électronvolts, ça vaut moins 13,6 Z au carré sur N au carré. Ça, c'est bon. C'est enregistré. Ensuite, lorsqu'on résout l'équation de Schrödinger et qu'on trouve mathématiquement des fonctions d'onde, on voit que pour une énergie donnée, une énergie propre, eh bien, apparaît 2 nombres entiers différents. Un nombre qu'on appelle secondaire ou azimutal, petite L, comme Laurent, par exemple. Ce nombre est relié à n, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir plusieurs des valeurs de L, de 0 à n-1. C'est bon? Par exemple, si nous sommes dans une couche n égale 3, il peut y avoir 3 valeurs de L, 0, 1 et 2. Et ces valeurs de L définissent une sous-couche électronique dans la couche en question. Ensuite, il y a un 3e nombre quantique qu'on appelle M ou M indice L, comme vous voulez, qui lui dépend de L. Et il y a autant de valeurs de M que le lien suivant. Lorsque vous avez une valeur de L, eh bien les valeurs de M possibles sont moins L plus 1, moins L plus 2, jusqu'à plus L, en passant par 0. Exemple, si L égale 2, ce qui est possible, eh bien, il y a donc 5 valeurs de M possibles, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. C'est OK? Et ceci permet donc de définir la couche, une sous-couche, et dans cette sous-couche, eh bien, les valeurs de M définissent ce qu'on appelle des orbitales. Il y a des orbitales de type S, correspondant à L égale 0. Il y a des orbitales de type P, correspondant à L égale 1. Il y a des orbitales de type D, correspondant à L égale 2. Il existe des orbitales de type F, correspondant à L égale 3, etc. Cette nomenclature, vous devez la connaître. Et vous ne pouvez pas l'inventer, oui, sinon on ne peut pas se comprendre. Donc il faut l'apprendre. Ensuite, il y a un 4e nombre quantique qui a été introduit pour rendre compte d'une petite variation d'énergie dans les transitions électroniques. Je vous avais expliqué ça la fois dernière. Il y a un dédoublement des raies. Et ce dédoublement, il est interprété par le fait qu'il y a, c'est une manière de parler, parce qu'en mécanique quantique, les choses sont un peu plus complexes que ça, qu'il y a 2 types d'énergie pour l'électron. On appelle ça un spin up et un spin down. Oui. Et nous le représentons habituellement, mais ce n'est pas tout à fait exact, donc je préfère insister là-dessus, par le fait que l'électron tourne sur lui-même dans un sens ou il tourne sur lui-même dans l'autre sens. Mais c'est une idée qu'on peut se faire, mais ça ne correspond pas vraiment à ça en mécanique quantique. Mais peu importe, il y a une différence d'énergie entre un spin up et un spin down
si on considère des transitions électroniques. Donc, on a introduit un quatrième nombre quantique. Mais pour lui, c'est assez simple. Il n'y a que deux valeurs possibles. ms, on l'appelle comme ça, petit m, indice s, plus 1,5, on dira spin up, ou ms, m petit s, égale moins 1,5, spin down. Ça n'a de sens dans la description maintenant des atomes lorsque vous allez commencer à mettre plus qu'un électron dans un système, donc 2 jusqu'à 80, 90 électrons. OK? Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre tranquillement, avec des exemples, qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant nous introduisons un deuxième électron, puis un troisième électron dans un système. Alors d'abord, deux phrases de théorie. Les physiciens de la mécanique quantique nous disent on ne peut pas trouver de solution exacte à l'équation de Schrödinger, il faut faire des approximations. Mais ces approximations nous donnent des fonctions d'onde qui ressemblent bien sûr beaucoup aux fonctions d'onde qu'on trouve dans les systèmes à un seul électron. Heureusement, hein, parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Nous, en tant que chimistes, et vous, comme étudiants en première année, qu'est-ce qu'il est intéressant de retenir? Maintenant, donc, on passe d'un système monoélectronique à un système polyélectronique. Qu'est-ce qu'on va retenir? Alors, tout d'abord, l'énergie des électrons, donc de ce qu'on appelle les couches, ne dépend plus seulement de n, mais va dépendre de la somme n plus L. C'est le premier gros changement. Oui. Et on verra tout à l'heure, très concrètement, comment on peut déterminer cette somme n plus L. Je vous rappelle, n, c'est le nombre quantique principal, L, c'est le nombre quantique secondaire. Donc, vous verrez, par sous-couche, il est facile de trouver chaque fois n plus L, et donc de faire ce qu'on appelle une levée de dégénérescence des sous-couches dans une couche. Puisque vous comprenez bien que si, par exemple, dans une couche n égale 2, je prends ce premier exemple. Si n égale 2, vous savez qu'il y a deux valeurs de L. L égale 0 et L égale 1. C'est OK? Alors, ici, il y a donc une seule valeur de m égale 0, et donc on dit qu'il y a ici une orbitale 2s. On rappelle le 2 ici, comme ça. Et là, il y a bien sûr trois valeurs de m, moins 1, 0, plus 1, et ça définit, vous savez, trois orbitales de type P, 2px, 2py, 2pz. Lorsque nous sommes dans un système avec un seul électron, toutes ces orbitales sont au même niveau d'énergie, puisque l'énergie ne dépend que de n. Oui? Maintenant, si vous avez des systèmes avec plusieurs électrons, ceci n'est plus vrai, puisque je vous l'ai dit, la succession des niveaux d'énergie va dépendre de n plus L. Que vaut n plus L ici? Il suffit de faire la somme. N plus L ici, ça vaut 2. Et ici, c'est combien n plus L? Vous savez compter comme moi, ça fait 3. Ça veut dire que la sous-couche 2P est un peu plus haute en énergie que la sous-couche 2S, qui ne contient bien sûr qu'une seule orbitale, ce qu'on appelle l'orbitale 2S. Ça va? Et c'est comme ça qu'on saura l'énergie des sous-couches. Et c'est important de connaître l'énergie des sous-couches, parce que c'est ce qui va nous guider
pour placer les électrons dans ces sous-couches et dans ces orbitales. C'est la première chose. Pourquoi ça change? La principale modification, lorsque vous mettez un deuxième électron dans le cortège électronique, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'attraction du noyau et de l'électron, vous savez, qui est la force prépondérante, mais il va y avoir quelque chose de nouveau qui est très facile à comprendre, c'est la répulsion des deux électrons entre eux. Vous comprenez? Et cette répulsion électron-électron, vous voyez bien que plus il y aura d'électrons dans le cortège électronique, plus il faudra en tenir compte. Donc l'origine physique de cette modification de l'énergie des électrons vient pour l'essentiel de la répulsion entre électrons. Et il existe des méthodes, peut-être en TD on le verra un petit peu, qui permettent d'estimer la charge vue par un électron dans ce cortège polyélectronique. Il y a des manières d'estimer cette charge. Mais vous comprenez bien, par exemple, je prends le cas de l'hélium. L'hélium possède donc deux électrons. Okay? Donc dans le cortège, il y a ces deux électrons. Mais les deux électrons, s'ils regardent vers le noyau, ils ont l'impression que la charge du noyau, ce n'est pas vraiment plus 2. Parce que d'une part, ils sont attirés bien sûr par ce noyau, mais en même temps, ils sont repoussés par l'autre électron. Donc si vous faites la somme de ces deux interactions, pour eux, pour chaque électron pris individuellement, c'est comme si la charge centrale était un peu plus faible que 2, vous voyez, que Z égale 2. Donc vous voyez, dans notre formule, E égale moins 13,6 Z au carré sur N au carré, on peut faire des calculs comme ça d'énergie, mais le Z, il faudra le modifier un peu. Et dans l'hélium, quand il y a deux électrons, le Z, ce n'est pas 2. De mémoire, il me semble que c'est aux alentours de 1,4. Quand on applique une méthode pour estimer ces interactions, qui est par exemple la méthode dite de Slater. Alors bien sûr, quand on va se poser la question de la répartition des électrons dans ces systèmes, eh bien, vous savez, la première loi qui nous guide, c'est la loi de l'énergie minimale. Ça veut dire que si vous mettez, je sais pas, par exemple, 3 électrons dans un système polyélectronique, eh bien, le premier électron, vous allez le mettre dans la sous-couche ou l'orbitale qui a l'énergie la plus faible. Vous êtes d'accord? Et donc, vous mettez un premier électron dans cette orbitale. Alors, pour vraiment que vous me suivez bien, on va prendre l'exemple du lithium. Le lithium, tout le monde le sait parce que vous connaissez votre tableau périodique par cœur. Le lithium, c'est le 3e élément de la classification périodique. Bon, on peut en parler aujourd'hui. Peut-être dans la vidéo, je mettrai en incrusté les 3 prix Nobel qui ont été décernés hier matin. C'est sur les batteries au lithium, en particulier John Goodenough, qui a 97 ans, dont j'ai connu les ouvrages et l'enseignement depuis très très longtemps, même quand moi-même j'étais étudiant, qui a enfin eu le prix Nobel de chimie sur ces fameuses batteries de lithium. Et vous savez que les batteries de lithium, vous en avez tous, et toutes et tous aujourd'hui, dans les voitures, dans les smartphones, etc. Le lithium, donc, possède 3 électrons. Alors, on se demande, où est-ce que je vais pouvoir mettre ces 3 électrons? Vous voyez, genre, je suis novice, j'essaie de me placer de ce point de vue-là. 3 électrons à mettre dans cet atome de lithium. Donc, il y a son noyau, chargé plus 3, d'accord, 3 protons. Et puis, on a 3 électrons qui sont là et qui nous demandent, gentiment, où est-ce qu'on doit aller, monsieur? Là, toi, tu connais ta mécanique quantique et tu lui dis. Mais avant de lui dire, il faut créer les pièces pour les accueillir. Oui. Alors, si vous regardez un système donné, n'importe lequel, donc le premier niveau d'énergie, on le sait, c'est n égale 1. Oui. Alors dans n égale 1,
C'est là qu'on révise à chaque fois les nombres quantiques, hein. Je le fais quelques fois. N égale 1, donc L égale 0, donc M égale 0. Il y a une seule orbitale, et nous avons l'habitude en chimie de représenter une orbitale par une case. Mais ça peut être aussi un trait. Vous faites comme vous voulez. OK? Mais il y a des gens qui font déjà vu des cercles. Mais nous, on utilise habituellement des cases. Et en dessous, j'écris son nom. Cette case, qui est à la fois une couche, une sous-couche bien sûr, et une orbitale, puisqu'il y a une seule valeur de M et une seule valeur de L, c'est ce qu'on appelle l'orbitale 1s. Ça va? Et au niveau de n égale 1, il n'y a pas d'autres orbitales. Alors maintenant, avant d'accueillir nos électrons, au cas où, hein, je vais quand même déjà créer d'autres pièces. Mais les autres pièces, dans notre description, vous vous souvenez le château quantique? Eh bien, il faut changer d'étage. C'est l'étage n égale 2. Au niveau de n égale 2, nous savons qu'il y a deux valeurs de L possibles. Donc deux sous-couches. L égale 0 et L égale 1. Et on sait en plus que ces deux sous-couches, comme on est dans un système polyélectronique, hein, il y en a 3 des électrons là qui veulent rentrer à la maison, eh bien, ces deux sous-couches ne sont pas au même niveau d'énergie, on l'a dit tout à l'heure, puisque le niveau d'énergie dans les systèmes polyélectroniques dépend de n plus L. Donc, au niveau n égale 2, nous aurons ce qu'on appelle une sous-couche S qui est constituée uniquement d'une orbitale 2s et une sous-couche P qui, elle, vous le savez, contient 3 orbitales 2px, 2py, 2pz, puisqu'il y a 3 valeurs de m, moins 1, 0, plus 1. Donc j'imagine ici les 3 électrons comme des 3 enfants qui crient, bon, j'ai connu ça, hein, et qui me demandent où aller. Alors on répond l'un derrière l'autre quand tu as 3 enfants. Le premier, tu lui dis, je sais où tu peux aller. Tu le prends et tu lui dis, c'est ici que tu vas. Et on le représente, vous voyez, par une flèche comme ça d'un côté, parce qu'on se souvient que dès que tu mets un électron dans un atome, eh bien, il n'a pas seulement 3 nombres quantiques, il en a 4. Vous savez? N, L, M et MS. Donc dès qu'il rentre dedans, il faut lui donner un MS. Donc le premier enfant, là, tu lui mets une étiquette, tu dis, toi, tu es MS plus 1,5. C'est bon? Bien. Il n'y en a plus que 2 qui braillent. Deuxième, tu lui dis, OK, je vais te placer. Alors on le place où le deuxième? Eh bien, on le place toujours au niveau d'énergie le plus bas, qui est encore disponible. Et le niveau d'énergie le plus bas qui est encore disponible, c'est encore une fois dans l'orbitale 1s, c'est ici. Mais, regardez bien, il faut que je lui mette une autre étiquette, celui-là. L'étiquette MS moins 1,5. Oui. Pourquoi? Et c'est là maintenant qu'on va introduire ce principe qui est une loi d'airain en mécanique quantique. Principe absolu, c'est le principe de Pauli. Dans un atome, 2 électrons ne peuvent pas avoir 4 mêmes nombres quantiques, mais seulement 3. OK? Ou sinon, en fait, ce sont les mêmes électrons. Ça veut dire qu'un électron est défini complètement par ces 4 nombres quantiques. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez mettre 2 électrons, effectivement, dans cette orbitale 1s, mais les 2 électrons doivent différer par leur 4e nombre quantique, en l'occurrence MS, un qui a plus 1,5 et l'autre nécessairement à moins 1,5. Vous ne pouvez pas mettre dans une orbitale 2 électrons avec le même 4e nombre quantique. Maintenant, il y a le 3e qui est toujours là, encore tout seul, et il demande « Et moi, je vais où ?» Oui. Alors, et il te dit hein, « Mais moi, j'aimerais bien aller avec mes frères et sœurs. » Tu lui dis « C'est pas jouable. Il y a un principe supérieur, principe de Pauli, qui s'applique quand on crée les atomes.
je ne peux que te mettre ici. Pourquoi? Parce que si je le mets là, ben soit ça sera un ms plus 1,5, soit ça sera un ms moins 1,5. Or, c'est déjà occupé. Donc, il n'y a plus de place ici. Donc, ça veut dire, vous voyez, le principe de Pauli nous dit, dans une orbitale, vous ne pouvez pas mettre plus que 2 électrons. C'est enregistré, ceci est très important. Hein. Donc, le troisième, vous le mettez là. Là, on a vu pour l'instant 3 principes. Premier principe, il y a une levée de dégénérescence des sous-couches dans une couche donnée, parce que l'énergie évolue cette fois-ci en fonction de n plus L. Premier principe. Deuxième principe, l'ordre de remplissage de mes orbitales, de mes sous-couches, eh bien, se fait par énergie d'abord la plus basse, puis quand il n'y a plus de place, je monte en énergie, je monte, je monte. C'est le deuxième principe. Et puis, il y a ce principe absolu d'airain qui s'applique, c'est le principe de Pauli. Je ne peux pas placer dans un atome 2 électrons qui auraient les 4 mêmes nombres quantiques, mais seulement 3. C'est le principe de Pauli qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Et ensuite, on va le voir, il y a un quatrième principe qui nous guide lorsque l'on décrit les structures électroniques des atomes. C'est ce qu'on appelle le principe de Hund. Et lui nous dit la chose suivante. Et on va le voir plutôt sur un exemple concret. On va poursuivre. Je garde ce dessin, cette description. Et maintenant, allez, on va dessiner la structure électronique du 7e atome du tableau périodique, qui est l'azote. L'azote, comme tout le monde le sait, c'est 7 électrons. J'espère que vous le savez. Donc, voilà, vous êtes dans la même situation que tout à l'heure. 7 électrons qui sont là, qui braillent, et ils veulent être placés. Bon, nous, au début, on a compris. Voilà, les 2 premiers, on les met là. Il en reste plus que 5. Le 3e, je le mets là. Le 4e, je le mets où? Naturellement, je vais le mettre là. Ensuite, on est au 5e. Donc le 5e, je ne peux pas le mettre là ni là. Donc, je le mets ici. Et le 6e, bon appétit. Le 6e, c'est là qu'intervient le principe de Hund. Où je mets le 6e, à votre avis? Je le mets de préférence sur une de ces 2 autres orbitales. Vous voyez? Et pas ici. Pourquoi? Ça aussi, c'est très facile à comprendre. N'oubliez pas que les électrons se repoussent les uns les autres. Okay? Donc, quand vous mettez le 6e électron, il préfère se mettre le plus loin possible dans l'espace du premier. Et le plus loin possible, même dans l'approche quantique, ben c'est dans une autre orientation de ces orbitales 2p, donc dans une autre orbitale. Et bien sûr, que ce soit cette orbitale-là ou cette orbitale-là, d'un point de vue purement spatial, c'est pareil. Si ça c'est une px, les py et pz sont perpendiculaires à la px. D'accord? Donc il n'y a aucune différence entre les deux. Donc faites comme vous voulez. Habituellement, on remplit dans l'ordre de notre habitude d'écriture en français, de gauche à droite. Mais vous pouvez très bien le mettre là. C'est exactement pareil. Et maintenant, le 7e électron, je le mets où? Bien sûr, ici. OK? Et nous avons des preuves expérimentales de cette structure électronique. Peut-être on verra ça un peu plus tard, au second semestre, lorsqu'on parlera de liaison entre atomes. Est-ce que c'est bon? Alors j'appelle ce principe de Hund aussi le principe du tramway. Oui. Alors dans un tramway, le matin, à 7h moins le quart, quand il n'y a pas encore trop de monde, vous savez qu'à Strasbourg, dans les tramways, il y a des sièges dans un sens, mais il y a aussi des sièges dans l'autre sens. Oui? Il y a des places spin-up et des places spin-down. C'est ça que ça veut dire. Normalement, si vous regardez les gens
se placer dans un tram, quand il n'est pas bondé, on est d'accord, hein, quand il y a encore beaucoup de place, vous verrez qu'en fait, ils font comme les électrons. Donc si vous regardez bien, les gens ne se regroupent pas dans la même sous-couche du tramway. Ils se mettent les plus loin possible les uns des autres. Ça, c'est la première chose qu'on constate. Bien sûr, sauf, on dirait, hein, si c'est des copains et des copines, alors ils se mettent ensemble. Mais s'ils ne se connaissent pas, les gens se répartissent habituellement dans le tramway. Oui ou non? Bien, ça c'est la première chose. Mais l'autre chose qu'on constate, c'est que statistiquement, si vous regardez dans un tramway, vous verrez que la plupart des gens se mettent dans le sens de la marche. C'est-à-dire qu'ils regardent dans la direction, hein, où roule le tramway. Les électrons aussi, ils aiment faire ça. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez ici, j'ai mis ce premier électron avec un spin plus 1,5. Le deuxième électron et le troisième électron ont tendance à adopter le même spin que le premier. Donc vous voyez que dans le principe de Hund, il y a d'une part l'éloignement des électrons, parce que les électrons ont tendance à se repousser, hein, donc forcément ça déstabilise énergétiquement le système, et d'autre part, ils aiment bien être en phase, d'accord? Parce que c'est ça que ça veut dire, hein. Ils aiment bien avoir, d'accord, si vous voulez, de regarder dans la même direction, comme les gens dans le tramway. Ça va? Voilà les 4 principes qui nous guident dans l'établissement des structures électroniques. Alors sur la diapositive que vous voyez là, on vous montre les levées de dégénérescence des sous-couches dans les systèmes polyélectroniques. Vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des choses qui vous semblent un peu bizarres et on va réécrire ça au tableau pour que vous compreniez bien. Donc je reviens maintenant à cette succession énergétique des sous-couches dans les systèmes polyélectroniques. Donc tout d'abord, on regarde par n croissant, n égale 1, n égale 2, n égale 3. Donc on va à n égale 3 parce que n égale 2 on a déjà fait. Donc à n égale 3, si on regarde n égale 3, donc dans n égale 3, il y a 3 valeurs de L possibles. L égale 0, L égale 1, L égale 2, ça veut dire 3 sous-couches. Une sous-couche S, qu'on appelle, qui est une orbitale, hein, en tant que telle, l'orbitale 3S. Ensuite, il existe une sous-couche 3P, on l'appelle comme ça, mais qui est un peu plus haute en énergie, puisque ici 3 plus 0, ça fait 3, et la sous-couche 3P, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Donc en N plus L, c'est bien un peu plus haut. Donc la 3P, elle est là. Alors si vous voulez, j'écris ici N plus L. Ça, c'est 3. Là, c'est 4. Ensuite, dans une couche N égale 3, il y a encore une sous-couche correspondant à L égale 2. C'est une sous-couche qu'on appelle 3D, qui est ici. Alors, volontairement, je la mets un peu plus loin. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est une sous-couche 3D. Ça vaut combien ici? N plus L. N égale 3, L égale 2. Donc ici, ça vaut 5. Ça va? Bien. Voilà ce que prévoient les règles de base, hein, de la mécanique quantique des systèmes polyélectroniques, que vous verrez dans le cours sous les règles de Kleshowski, hein, ordre croissant N plus L. Maintenant, si on regarde à l'étage suivant de mon château quantique, c'est n égale 4. On est d'accord? Donc dans n égale 4, il y a cette fois-ci 4 sous-couches, hein, une sous-couche S, une sous-couche P, une sous-couche D et une sous-couche F. Mais je regarde la première sous-couche, la sous-couche S, 4S. Elle s'appelle comme ça, hein, c'est une seule orbitale. Quelle est la valeur de N plus L correspondant à la sous-couche 4S? 4. Ici, on était à 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue des règles de Kleshowski,
la 4S va se situer ici, entre la 3P et la 3D. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Hein, l'ordre, vous voyez, il ne suit pas seulement N, quoi. Il commence à y avoir ici, vous voyez, l'introduction d'une sous-couche du niveau N supérieur dans la sous-couche N-1. Et c'est ce qui est marqué sur la diapositive, vous voyez. On montre donc ce qu'on appelle la levée de dégénérescence, hein, on l'appelle ça comme ça, des sous-couches. Quand il y a un seul électron, 2s et 2p sont au même niveau. Quand il y a plusieurs électrons, tac, ça se sépare. Hein. Il y a une levée de dégénérescence. Au niveau 3, c'est ce qu'on est en train de montrer maintenant, 3s, 3p, mais la 4s se met entre les deux, puis la 3d. Et ensuite vient la 4p. Oui, et puis si vous regardez bien, avant la 5d, avant la 4, qu'est-ce que j'ai dit 4F, 4p, 4d et après 4f, là aussi, si vous continuez, vous le ferez chez vous, vous verrez que la 5s vient aussi, d'accord, entre des sous-couches du niveau n égale 4. Fluor, comme tout le monde le sait, c'est le 9e élément du tableau périodique, 9 électrons. Donc pour mettre 9 électrons, il faut quand même dessiner déjà quelques couches et sous-couches. On recommence. 1s, 2s, 2p. C'est le fluor. 9 électrons à placer. Faites-le de manière systématique au départ. Hein. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser comme symbolisme, soit vous mettez 2 flèches comme ça, comme c'est sur la diapo, sans rien autour. Ce n'est pas la représentation la plus habituelle. Habituellement, on met soit un trait, où on va mettre les, vous savez, les spins sur le trait, soit vous prenez une case. Mais vous faites comme vous voulez. Il faut que ce soit tout à fait clair. Alors, un électron, 2 électrons, ça ne change pas. 3 électrons, 4 électrons, 5 électrons, 6 électrons, 7 électrons. Ça, c'était l'azote, vous vous souvenez? Maintenant, il y a encore 2 électrons à placer. Eh bien, on n'a pas beaucoup le choix. Ici, le suivant doit forcément se mettre dans une case quantique où il y a déjà un électron, vous voyez, mais avec un spin moins, cette fois-ci, ms égale moins 1,5. Ça, c'est la structure de l'oxygène. Et ensuite, le fluor, bien sûr, c'est un électron supplémentaire. Et vous voyez, il reste cette situation. Voilà. Vous voyez que c'est quand même extrêmement facile si vous comprenez la succession en énergie, le principe de Pauli et le principe de Hund. Hein, parce que c'est ça qui nous guide constamment dans l'établissement des structures électroniques. Qu'est-ce qu'on constate et qu'est-ce qu'on comprend maintenant? Première propriété d'un élément tout à fait important dans la classification périodique qui est le fluor. Vous savez probablement, et on y reviendra souvent au cours de l'année, que le fluor, c'est l'élément qui a l'électronégativité, on redéfinira ce terme la fois prochaine. L'électronégativité, c'est cette capacité en fait à attirer un électron à lui. Un électron donné par un autre atome qui passe par là. Pourquoi? Parce que ce fluor, vous voyez, il n'a qu'une obsession, c'est de compléter ici cette couche et donc de rajouter là, je vais le mettre comme ça, un électron, bien sûr en spin ms moins 1,5, parce qu'à ce moment-là, il a une structure particulièrement stable, parce que complète, d'un point de vue couche et sous-couche, c'est la structure du néon. Oui, et le néon, vous savez, c'est le deuxième gaz rare. Chimiquement, c'est très très stable. Oui. Donc le fluor, vous voyez, il y manque juste un petit électron. Donc quand vous le croisez dans la rue, vous voyez, tenez bien vos affaires. Hein. Il vous pique tout, lui. Hein. Bon, sur le sens figuré comme sur le sens réel, hein. Si vous êtes dans une pièce avec une bouteille, ça existe, hein, des petites bouteilles de gaz dans lesquelles il y a du fluor, vous voyez,
et que vous voyez qu'elle commence à fuir, je vous invite vivement à quitter la pièce. Parce que le fluor, si vous en respirez, vos poumons, il ne restera pas grand-chose. Vous voyez, très vite. Parce que c'est un produit, évidemment, très oxydant. On verra aussi ces notions, hein, à cause de ça, justement. Parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de prendre des électrons à tout ce qui bouge. Vous voyez? Alors, si vous commencez à courir, hein, il va vous piquer les électrons. Ça va? C'est pour ça, vous voyez? Donc, vous comprenez les propriétés chimiques, hein, de ce premier élément, le fluor. À cause de cette structure électronique particulière, il lui manque juste un petit électron. Alors, si on revient un peu en arrière maintenant à l'oxygène, ici c'est l'oxygène, hein, si j'enlève un électron là, vous voyez l'oxygène, bon, il n'est pas aussi costaud que le fluor, hein, mais bon, l'oxygène, heureusement, il a aussi cette tendance à devenir O2-, c'est-à-dire de prendre 2 électrons aux métaux, à nous, etc., pour devenir, vous savez, l'oxygène qu'on trouve dans l'eau et dans les oxydes, etc., etc. Le degré pratiquement naturel de l'oxygène, en dehors un peu de l'oxygène qu'on respire, heureusement qu'il y en a, mais sinon, l'oxygène, c'est pratiquement toujours O2-, parce qu'avec cette structure O2-, il a la structure du néon. Et vous voyez, c'est parce qu'il adore compléter sa couche 2P. Sodium, comme tout le monde le sait, c'est le 11e élément du tableau périodique, 11 électrons. Alors, là on était déjà à 9. Alors le 11e, regardez bien, on va redessiner tout. Alors nous avons un S, 2 S, 2P, 3 S. 11 électrons à placer. Faites comme ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ensuite comme ça, comme ça, comme ça. Là on est au niveau de quoi? Du néon. Du néon, hein. Et regardez, le sodium, c'est cette structure-là. Et vous voyez ce pauvre électron-là. Dans notre château quantique, essayez de l'imaginer. Il y a tous ses amis en bas, là, aux étages inférieurs, et lui, il est tout seul dans une chambre, en haut. Vous pensez qu'il est heureux? Non. Il n'est pas du tout heureux, hein. Il regarde par la fenêtre, tu vois? Il se penche comme ça, et dès qu'il y en a un qui passe, il saute de la fenêtre, d'accord? Il n'a qu'une envie, c'est de quitter cette chambre du 3e étage où il est tout seul. Il n'a pas du tout envie d'être là. C'est pour ça que le sodium, dans la nature, vous ne le trouvez jamais sous forme de sodium métallique. Ça n'existe pas. Le sodium dans la nature, il est comme ça. Mais donc, attention, ce n'est pas du néon, bien sûr, hein, parce que ce qui fait le sodium, c'est son noyau. Dans le noyau, il y a 11 protons. Mais il a perdu son électron, déprimé et tout seul dans la chambre, là. Il le perd tout le temps. D'accord? Et donc, c'est du sodium plus. C'est ce que nous mangeons tous les jours dans notre sel de cuisine, etc., etc. Oui, il y a beaucoup de sodium sur Terre, mais le sodium dans la nature, il est toujours sous forme Na+. Vous voyez, et on peut continuer comme ça, on fera quelques exemples encore, mais on peut comprendre et décrire de nombreuses propriétés chimiques des éléments juste en regardant correctement leur structure électronique.